Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et c'est sur Talent de Femmes. Alors Talent de Femmes aujourd'hui reçoit une femme justement qui fait dans la décentralisation et qui est sociologue avec justement tout ce parcours qu'elle a justement à accéder à développer déjà dans toutes les régions du Cameroun. Alors on espère qu'aujourd'hui elle nous dira un peu quel sera son parcours et notamment concernant justement ses activités. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Comme on vous le disait dans Tam, c'est une dame justement, pas des mots, une dame justement qui a su faire du chemin, justement qui a su démontrer déjà de sa capacité justement et de son attirance, notamment pour les femmes, les jeunes filles et notamment concernant justement le développement local. Alors bonjour Madame Evelyne Dipondji Chiage. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Evelyne Dipondjou. Dipondjou Chiage, d'accord. Voilà, oui. Bienvenue sur Info Télévision. Merci beaucoup, Odile. Ah, j'espère que l'arrivée ici a été facile quand même. Bon, c'est le week-end, c'est un peu d'embouteillage, mais ça va. Ok, d'accord. C'est tout ce qu'on espère. Alors aujourd'hui, vous savez quand même que vous allez échanger avec moi, parler de votre parcours, vos activités, et notamment concernant vos activités. Alors, vous pouvez nous dire qui est Evelyne Dipondjou Chiage? Ok, Evelyne Dipondjou Chiage, c'est une maman de 50 ans. Voilà, j'ai fêté mon 50e anniversaire. Mais on dirait pas, hein? Voilà. Ok, maman de 2 enfants, 2 magnifiques filles, dont je suis très fière. Et voilà, avec un parcours de 24 ans d'expertise dans le monde du développement en général et particulièrement de la décentralisation, du développement local et de la protection, disons, défense même des droits humains. Voilà. Oui, on sait que vous êtes aussi sociologue. Oui, à la base, sur le plan académique, ma formation académique est à la base sociologue. On va commencer par là. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites dans la sociologie exactement? Bon, la sociologie consiste tout simplement à comprendre les faits sociaux, donc à comprendre les dynamiques qui se passent au sein d'une communauté, au sein d'un pays, au sein d'une région. Ça dépend de l'espace d'analyse. Donc, de comprendre les situations qui se passent à l'intérieur, les interactions entre les acteurs, les différentes catégories d'acteurs, c'est-à-dire le niveau institutionnel, les populations, les autorités traditionnelles, etc., voir les problèmes. Parce que le sociologue met l'accent sur les problèmes que les gens rencontrent afin d'y apporter les faits de société en général et puis ce qui se déroule actuellement dans la société camerounaise peut-être. Est-ce que vous intervenez réellement là-dessus? Quand je parle des faits sociaux, je ne parle pas de... Comment on dit, des faits divers. Non, pas des faits divers, les faits de société. Les faits de société. Comment la société évolue, l'état et puis le développement, voilà. Comment la question du développement est en train d'être, parce que vraiment l'accent c'est sur le développement. Le sociologue est différent du psychologue dans le sens où le psychologue soigne l'individu, tandis que le sociologue soigne la société. Ah, d'accord. Donc on apporte des solutions. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de vous avec ce qui se passe au Cameroun actuellement. Tout à fait. Madame Evelyne Dipondjou, j'espère que le gouvernement vous voit aujourd'hui parce qu'on a besoin de beaucoup de sociologues actuellement. Alors, quelles sont les régions dans lesquelles vous travaillez dans ce domaine, par exemple? Au Cameroun? Oui. Je travaille dans toutes les régions du Cameroun. J'ai déjà fait le Cameroun plus de 50 fois. Je connais toutes les régions du Cameroun jusqu'au tréfonds des villages. Ah, vous connaissez Yagua? Évidemment. Après Yagua, je suis allée jusqu'au fleuve, là, Logon. J'ai traversé pour aller au Tchad. Et je suis revenue. Bongo, Mundu. Exact. On a mangé du bon poisson braisé là-bas. Ah, d'accord. Ok. Bon, comment vous organisez vos activités quand vous allez peut-être sur le terrain? Comment se passe justement l'accès avec les populations, avec peut-être les administrations? Ça se passe comment? Ça dépend de la mission. Parce que je ne suis pas, comment on dit, depuis 2014, je ne suis plus un staff
staff dans une organisation internationale. J'ai terminé avec l'Union européenne. Ah, d'accord. Et donc, depuis 2014, j'ai dit, je me lance vraiment dans mon entreprise individuelle en tant que consultante. Donc, j'ai un bureau d'études qui... Donc, vous avez travaillé avec spécialisé. d'abord l'Union européenne. J'ai travaillé avec beaucoup d'organisations internationales. Oui, ça, je sais. Donc, Oui. il inclut la GTZ à l'époque, ensuite le BIT, Bureau international du travail, travail, effectivement. ensuite l'Union européenne, où je couvrais différents pays d'Afrique centrale. Donc, depuis 2014, je travaille vraiment en tant qu'experte indépendante, mais avec un bureau d'études qu'on appelle Proactive Consultant. Proactive Consultant. Oui. Ok. Qui, Et ça se passe qui comment? fait On des vient, missions. vous avez des dossiers, on vous consulte, vous avez des Oui, appels d'offres. On lance les appels d'offres, nous D'accord. postulons. Lorsqu'on a gagné, on réalise la mission. D'accord. Et donc, le contact avec les populations dépend du type de mission que l'on a gagné. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple d'une évaluation de projet ou de programme, nous devons passer par les institutionnels. C'est-à-dire, on va commencer par le gouverneur. On va aller du plus haut responsable jusqu'au chef du village qui va donc nous introduire auprès des différentes catégories. Voilà, c'est toutes de les couches population. de classes de Toutes la les classes société. sont concernées parce que les D'accord. programmes sont mis en œuvre sur la base d'une demande étatique. Ce ne sont pas des programmes qui naissent comme ça, c'est toujours l'État camerounais qui demande. Et donc, nous devons aussi prendre en compte les points de vue des institutionnels. D'accord. Bon, là, on va revenir un peu sur la genèse de votre boulot. On sait quand même qu'il y a toujours quelque chose qui nous inspire avant de choisir peut-être un métier ou bien une faculté à pouvoir justement aider Oui. son prochain. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la sociologie? C'est peut-être votre entourage, un fait que vous avez vécu dans l'enfance. Qu'est-ce qui vous a attiré pour que vous deveniez sociologue? C'est un fait tellement banal. C'était la situation de ma mère, en fait. Parce que ma mère a été DRH, donc directrice des ressources humaines de la CAMER, pendant 35 ans. Alors, moi, je lui rendais visite régulièrement dans son bureau. Et puis, son dernier bureau, elle l'a occupé pendant 15 ans. D'accord. Et je lui demandais, maman, comment tu fais pour être dans le même bureau pendant 15 ans? Parce qu'il y avait des situations où tu arrives, elle a bougé sa table de ce côté, après, 2 mois après, c'est de l'autre côté, elle a changé la peinture. 15 ans, je lui dis, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas faire un travail qui me maintient dans un local pendant 15 ans, je ne peux pas. Moi, je veux un travail qui me fait voyager. Voilà comment je choisis donc la sociologie. D'accord. Mais là, le fait, moi, je pensais peut-être à un traumatisme. Pas du tout. Quelque chose que vous aurez vécu. Non. En fait, je découvre même la sociologie à l'université. Parce que voilà, quand j'ai mon bac, la même année, on est en train d'ouvrir l'université catholique. Et puis, comme j'aimais le droit, parce que initialement, je voulais être juriste. Donc, j'ai toujours aimé le droit. Bon, l'arrivée de l'université catholique, je regarde dans le dépliant, là, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas une filière droit. Oui. Je dis, mais ok, je veux bien aller dans cette université parce que j'ai un background des écoles, collèges catholiques et tout ça. Mais il me faut quand même une filière qui a très haut droit. D'accord. Donc, j'ai choisi la sociologie parce qu'il y avait le plus de matière de droit. C'est la seule filière où il y avait assez de droit. D'accord. Mais on dit qu'il y a beaucoup de diplômés sociologues au Cameroun. Hein. Oui, on n'arrive pas forcément à les intégrer. Mais vous êtes une chance parce que vous avez réussi dans votre domaine. Hein. Le début n'est pas facile. Oui. Le métier de sociologue est assez difficile parce que déjà, il n'y a que les organisations internationales qui connaissent la valeur, l'utilité des sociologues. Et même lorsque nous sommes arrivés sur le marché de l'emploi, nos espaces étaient occupés par les économistes, par les comptables. Donc il a fallu que nous battions contre les économistes et les comptables qui occupaient des postes de gestionnaires de projets, qui étaient des évaluateurs, Donc il a fallu qu'on récupère ça. Nous l'avons fait. Oui. Et maintenant, la jeune génération, bon, évidemment, nous sommes éduqués au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle un peu la diplômite, c'est-à-dire on veut avoir autant de diplômes que l'on peut. Vous appelez ça diplômite? C'est une maladie. C'est une maladie, nous sommes tous malades. Et on éduque nos enfants dans ce sens, parce que nous aussi, on a été éduqués dans ce sens. Non, mais on nous fait souvent savoir que quand vous avez plus de diplômes, ça veut dire que peut-être vous êtes plus aguerri à trouver un emploi. Mais c'est faux. Parce que oui, à l'époque de nos parents, certainement. Mais aujourd'hui, le marché de l'emploi est tellement difficile qu'on ne peut faire que ce que l'on a trouvé. Ce n'est pas le nombre de diplômes qui nous facilite l'accès véritable à l'emploi.
Mais c'est l'opportunité qui se présente à nous, c'est la porte d'entrée qui se présente à nous. Mais c'est un peu comme ça que les États-Unis ont réussi avec les autodidactes. C'est vrai qu'on n'a pas encore intégré ça ici au Cameroun, mais on sait quand même qu'au Cameroun, il faut avoir des diplômes pour justement aspirer à avoir un emploi décent. Pour moi, je dis il faut avoir une formation, il faut avoir une bonne formation. Elle n'est pas obligée d'être de niveau universitaire. Il faut avoir une bonne formation professionnelle dans un domaine qui nous passionne. Et à partir de là, nous pouvons créer notre propre activité. D'accord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le métier de sociologue peut exceller au Cameroun? Bon, je ne peux que dire oui, parce qu'il y a tellement de problèmes à résoudre. Donc, la demande est énorme. Vous n'avez qu'à voir dans les journaux Oui. les appels d'offres, tellement d'études, tellement d'évaluations de projets, tellement de lancements de projets, etc. C'est un métier porteur. Oui. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, là, c'est le problème avec la diplômite, c'est qu'autant on a emmagasiné les diplômes, autant on se dit qu'on doit commencer au moins à 500, 800, 1 million. C'est-à-dire on a des ambitions salariales tellement énormes qu'on n'accepte donc pas de commencer vraiment au plus bas de l'échelle. Oui. On n'accepte pas les propositions qui existent. Moi, j'ai travaillé au moins pendant 1 an et demi. Pratiquement, c'était du bénévolat. Mais le plus important pour moi, c'était de pouvoir avoir de l'expérience et de connaître, d'être sur le terrain, de ne pas rester à la maison. Vous voyez des jeunes aujourd'hui qui restent 4-5 ans à la maison. Oui. Ils ont eu maintenant leur boulot, c'est chercheurs d'emploi. Oui, se plaindre aussi, hein, parce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Plaindre, etc. Effectivement. Mais si, en tant que sociologue, si on vous parle de la crise du nozo, selon vous, que pensez-vous de ça? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions alternatives? La crise du nozo aurait dû être résolue dès le départ. C'est-à-dire, on a laissé juste la situation pourrir, ce qui est assez dommage. Aujourd'hui, là, la difficulté réside dans le fait... Moi, je travaille là-bas, hein, je fais des études, je suis actuellement en mission dans le nord-ouest et le sud-ouest pour le compte d'une organisation internationale, où j'ai fait une évaluation de leur projet humanitaire. La situation est devenue difficile parce que, en fait, on ne sait plus quel est l'interlocuteur principal des sécessionnistes. C'est maintenant des petits groupes armés non contrôlables et c'est très compliqué. Oui. Et que pensez-vous du Grand Dialogue National qui a été organisé il y a 2 ans? Le Grand Dialogue National était une très bonne initiative, mais en termes de contenu, oui. C'est quoi? C'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. Donc les recommandations, selon vous, n'ont pas été appliquées? Les recommandations étaient pertinentes, mais les acteurs, c'était qui? Parce que pour résoudre un problème, il faut mettre les deux acteurs en conflit. Alors l'État camerounais était en conflit avec les sécessionnistes. Est-ce qu'au cours du Grand Dialogue National, vous avez vu un sécessionniste? Il y a quand même quelques sécessionnistes qui ont qui ont laissé les armes et qui se sont présentés avec Fayengo qui était là. Et aujourd'hui, on en est où? Bon, il y a le DDR, justement, désarmement, démobilisation, oui, qui est le programme. Mais maintenant, est-ce que les gens sont prêts? Je vous ai dit, maintenant, on ne sait plus quel est l'interlocuteur principal. Au début, on avait l'interlocuteur principal. Mais maintenant, vous avez des petits groupes armés qui se sont des braqueurs. Oui. C'est-à-dire, même les initiateurs de ce mouvement-là ne se reconnaissent même plus dans la situation actuellement. Ça leur a échappé aussi. Et selon vous, je pense, je parlais de solutions alternatives. Est-ce que vous pouvez proposer une solution en tant que sociologue? En tant que sociologue, il faut toujours repartir sur les bases. Reposer la question de qu'est-ce qui a provoqué le conflit. Quelles étaient les revendications de départ? D'accord, le Grand Dialogue a fait des propositions qui jusqu'à présent traînent à être mises en œuvre. Donc, il faut reprendre le processus. D'accord. A dit maintenant, à l'heure en 2021, parce que les revendications en 2017, c'était au niveau de l'éducation, au niveau des avocats avec le common law, etc. Et plus maintenant, la question de discrimination des anglophones. Mais maintenant, il faut se positionner en 2021 et demander quelle est la problématique, parce que les problèmes sont immenses, quels sont les problèmes actuels. Et c'est qu'à partir de 2021 qu'on peut commencer à identifier les acteurs de 2021, comprendre leurs problèmes, essayer de trouver des solutions
par rapport à la situation actuelle où nous sommes. Parce que c'est ça le sociologue. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. On travaille avec les acteurs actuels. D'accord. Maintenant, nous allons passer dans le volet associatif. On sait que vous faites partie de plusieurs associations, entre autres. Parlez-nous un peu de votre engagement dans ce domaine. Ok, mon engagement associatif est presque lié aussi à mon expérience professionnelle. C'est-à-dire, plus on évolue dans le système, dans la profession, plus on rencontre des acteurs qui ont les mêmes pensées que nous. On rencontre des personnes avec qui on interagit, etc. Et on découvre donc des similitudes, des visions partagées, et on crée des réseaux. Donc, particulièrement, je suis vice-présidente d'une association qu'on appelle APELF, donc Action pour la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est une petite association qui se bat à son niveau dans les régions de l'Ouest et du centre et du littoral pour pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs à mieux réaliser leurs activités, mais aussi intéresser les femmes qui ne font rien, Donc, vous les formez peut-être, ou bien vous les sensibilisez? On les sensibilise, plus ensuite on les forme à comment démarrer leurs petites activités. Parce que ça part des violences familiales. D'accord. Les violences viennent du fait que les mamans ont des problèmes. Elles ont des problèmes d'éducation des enfants, elles ont des problèmes de nutrition, etc. Elle n'a pas d'activité génératrice de revenus. C'est le monsieur qui apporte, c'est le mari qui apporte tout. Et lorsque ce n'est pas assez suffisant, elle s'énerve et ça crée, voilà. On en arrive là, voilà. Donc nous attaquons la violence à la base, à la racine. Donc les VBG, violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre, à la base. Parce qu'au moins 90% des violences viennent du fait de l'insatisfaction sur le plan socio-économique des foyers. Parce que généralement, les foyers qui sont stables financièrement ont d'autres types de violences. Non pas des violences aussi basiques. Parce que vraiment, c'est des questions de survie à ce moment-là. Donc nous attaquons le problème à la base en essayant de trouver une activité. Mais est-ce que c'est facile que les femmes puissent arriver à l'association comme ça, et peut-être qui ont peut-être vécu des traumatismes dans les foyers? Elles arrivent facilement parce qu'il y a peut-être la hantise, la peur. Il y a certaines femmes battues qui ne disent par exemple pas qu'elles sont battues. Elles le gardent pour elles parce qu'elles ont peur de divorcer. Et puis on dit, voilà, quand vous êtes répudiées, c'est l'image qu'on a. Voilà. Oui. Évidemment, nous vivons ça. Même celles qui arrivent à nous contacter et que l'on accompagne, au bout du chemin, voilà, c'est-à-dire quand on veut déjà arriver et passer au niveau, à la vitesse supérieure, genre avocat, etc., elle est la première à désister parce que on va dire quand même, tu ne vas pas mettre le père de tes enfants en prison. Et puis voilà, la belle famille qui fait la pression. Et le regard de l'autre, des autres femmes. Et il y a la culture aussi qui va avec. Elle ne veut pas être une femme divorcée, etc. Oui, c'est vrai que c'est la culture africaine qui nous les impose des fois, mais j'espère que peut-être vous le faites des causeries éducatives dans ce sens. On fait exactement, c'est l'essentiel même de notre combat. C'est de faire comprendre aux femmes qu'elle est d'abord un être humain à part entière. D'accord. Elle n'est pas une béquille pour l'homme. Elle n'est pas handicapée, elle est constituée, même les handicapés trouvent toujours des opportunités de gagner de l'argent. Qu'elle doit d'abord se prendre en charge avant d'attendre une contribution, voilà, qu'elle ait au moins un minimum vital qui puisse lui permettre de vivre, de subvenir à ses petits besoins, de contribuer aussi à la scolarisation du mari, plutôt que d'attendre tout. Parce que c'était cette mentalité d'attentisme qui doit d'abord être combattue avant toute chose. Voilà, vous travaillez certainement sur le mindset. Alors si aujourd'hui il y a des femmes par exemple qui sont peut-être maltraitées, parce que vous avez parlé du centre, on trouve l'appel seulement au centre? Au centre, à l'ouest et au littoral. À l'ouest et au littoral. Pourquoi vous avez choisi seulement 3 régions, alors que le Cameroun compte 10 régions? Parce qu'on a le maximum de membres dans ces 3 régions. Ah bon, mais pourtant à l'extrême nord, on rencontre des mariages forcés, des filles battues, violées. Oui, nous avons confiance qu'il y a assez d'ONG dans l'extrême nord. Donc vous laissez la tâche aux autres, alors que peut-être l'appel peut venir aussi en aide? L'appel peut venir en aide, mais il faut reconnaître ses capacités. Nous ne pouvons nous déployer qu'en fonction de nos ressources. Vraiment aller ouvrir une antenne à l'extrême nord aujourd'hui, ce serait comme verser un verre d'eau dans la mer, quoi. On n'aura pas une visibilité parce que le champ d'action est assez bien couvert. D'accord. Mais là, maintenant, nous allons parler peut-être de vos rapports avec Madame Kawala. On sait que vous êtes proche d'elle.
tout à fait. Oui, on vous voit proche d'elle. Quel est votre rapport avec cette dame? Elle est mon premier employeur. Oui. Elle est, c'est-à-dire, ma mère m'a mise au monde, je le dis toujours, je le dis à Mondo Vision aujourd'hui, ma mère m'a mise au monde, mais celle qui m'a ouvert les esprits, c'est Madame Kawala, parce qu'elle est un modèle pour moi. Oui. Elle est mon premier employeur, c'est la personne pour laquelle j'ai travaillé le plus, parce que j'ai fait 8 ans avec elle. D'accord. Et vous travaillez dans quel domaine? Toujours la sociologie? Oui, elle m'a recruté pour gérer un projet de la coopération canadienne qu'elle était en train d'implémenter au Cameroun. Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'entre dans le monde professionnel, à travers sa structure. Plus tard, elle est rentrée en politique. Évidemment, je partage les mêmes idées politiques qu'elle. D'accord. Et je participe autant que je peux au déploiement de ces activités politiques. Voilà. À Madame Kawala, nous disons déjà bonjour ici et puis on l'accompagne dans ses combats peut-être d'activiste. Alors, que pensez-vous du milieu politique camerounais aujourd'hui? C'est vrai que vous êtes un peu rapproché de la politique avec justement la présidente du CPP. Que pensez-vous du milieu politique camerounais aujourd'hui? Bon, c'est un milieu, c'est un imbroglio. Oui. Il y a ce milieu, c'est-à-dire nous avons combattu déjà en tant qu'étudiante depuis les années 90, lorsqu'on a le multipartisme me trouve, moi je suis déjà étudiante. Donc vous faites partie des femmes qui sont sorties en 90 jeunes filles, dans les universités. Nous avons, oui, on a combattu, on a sensibilisé les gens à avoir l'esprit ouvert, à dire ben, on n'est plus dans le parti unique, on est dans le multipartisme, engagez-vous, etc. On a encouragé les gens, nos jeunes, nos camarades à voter. Et nous avons même gardé les bureaux de vote. C'est-à-dire, il y a de cela, quoi, 30 ans. Quand on fait une évaluation des 30 ans de démocratie pure, disons de démocratie plurielle, comme on aime l'appeler, oui, on est déçu. Qu'est-ce qui vous déçoit dans la politique au Cameroun? Parce qu'on est revenu au régime du monopartisme. Mais Si le Cameroun compte de plus de 200 partis, plus de 250 partis politiques. Au niveau des institutions, au Parlement, on a combien de partis politiques? On en a à peine 3 ou 4. Et même les autres, c'est du saupoudrage. Aucune idée ne peut passer si le RDPC n'est pas d'accord. Ah d'accord, vous pensez que c'est le RDPC qui justement aspire... En termes de majorité, on applique, le Parlement va signer que ce qu'ils existent, ce qui leur sied. Parce que c'est le nombre qui prime. Alors, ce qui n'était plus le cas quand même pendant les années 2000, début 2000 jusqu'à 2010, 2012, là, il y avait quand même un pluripartisme qui... Ça a toujours été une majorité RDPC, on est d'accord, mais il y avait quand même un petit équilibre. Oui. Alors aujourd'hui, on parle des femmes qui s'engagent en politique. Que pensez-vous des femmes qui s'engagent en politique? Moi, je les encourage énormément. Parce que la chose politique, lorsque vous ne la faites pas, elle vous fait. Voilà. Oui. Si vous ne faites pas la politique, ceux qui disent qu'ils ne font pas la politique, là, la politique les fait. C'est-à-dire, ils subissent. La preuve, ils vont se plaindre dans les bars. Je n'ai pas besoin d'aller me plaindre dans les bars, je vais dans les urnes. D'accord. On est d'accord que le débat est faussé parce que le code électoral, etc., etc. Mais il faut quand même que l'on sache, que le camp d'en face sache qu'il y a ces détracteurs, qu'il y a du répondant. Même si on nous étouffe, même si on nous bâillonne, il faut qu'ils sachent qu'il y a du répondant en face. Et les femmes devraient, parce que ce sont les femmes qui portent les sociétés. Les hommes ne vont pas continuer à décider pour nous. Oui. Si on ne s'engage pas en politique en tant que femme, alors on a perdu le combat. On a perdu le combat du niveau. Et vous êtes déjà engagée en politique en tant que femme? Bien sûr, je suis sympathisante du CPP. Le Cameroun People's Party. Oui, bien sûr. Je suis sympathisante, je contribue à la réflexion stratégique au niveau de la mise en œuvre des activités du parti, etc. Et je suis partie prenante. D'accord. Alors là, maintenant, on va parler dans le domaine de la décentralisation, puisque vous êtes experte en décentralisation. Exact. Là, on parle de transfert de compétences, on parle des collectivités territoriales décentralisées. On sait qu'en 2020, il y a justement eu la première élection des régionales au Cameroun. Qu'avez-vous comme regard justement à cette nouvelle donne qui est née au Cameroun? Les régionales. Oui. Les régionales, nous les attendons depuis la promulgation de la loi de 2004. D'accord, 2004. Voilà. Donc, ça a eu 16 ans de retard. 16 ans de retard. Mais au moins pendant les 16 ans-là, il y a quand même eu une grande évolution au niveau de l'autonomisation des communes. D'accord. Parce qu'à l'époque, les communes dépendaient entièrement des centimes additionnels
communaux, c'est-à-dire la contrepartie des impôts que l'État défalque, que le ministère des Finances défalque pour leur fonctionnement et leur investissement. Mais aujourd'hui, on a le transfert des compétences. C'est-à-dire de 2004 à 2021, on est déjà à plus de 75% des ministères qui ont transféré effectivement les compétences aux communes. Genre, les communes peuvent maintenant construire une salle de classe. Les communes peuvent construire un marché. Les communes peuvent équiper un centre de santé. Cette prérogative qui ne leur avait pas été transférée jusque-là. Et non seulement il y a eu le transfert des compétences, mais il y a aussi, ça prend un peu plus de temps, mais il y a le transfert des ressources. Parce que quand on parle de compétences, on parle de ressources. Vous ne pouvez pas me dire que je peux maintenant construire une école et je n'ai pas les ressources pour ça. Effectivement. Ça signifie que le Mais on parle de 15% du budget qui doit être alloué, justement. Oui, ça, c'est selon la Convention d'Abuja. Le Cameroun avait ratifié qu'au niveau de l'éducation devrait représenter au moins 15% du budget d'investissement national. Ce n'est pas encore le cas. On est, je crois, à 12-13% ou quelque chose. On est quand même un peu, on est déjà à côté. Oui, on y n'est pas arrive déjà. encore arrivé. Mais il faut que ce soit aussi décentralisé. Il faut que les communes véritables, parce que ce sont les communes qui vivent les réalités des populations sur le terrain. Il faut que cet argent-là arrive effectivement et pour répondre aux besoins des populations locales. Nous allons lire un message qui est arrivé. Bonjour le plateau et belle émission. Quelle appréciation globale peut faire votre invité sur le processus de décentralisation au Cameroun? Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnerait-elle au Cameroun dans la mise en œuvre de la décentralisation? C'est un message de Thierry Jiffen depuis Kigali. Bonjour Thierry. Sur une note de 0 à 10, moi je donnerais 7 au Cameroun. Pourquoi je donne 7? Parce que si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, j'aurais mis 4. Mais aujourd'hui, je donne 7 parce que nous avons le Mindevel qui a été créé. Oui, effectivement. C'est une immense avancée. Et nous avons les régions aussi qui ont été créées. On attend encore leur effectivité, la mise en place effective et leur déploiement sur le terrain qui changeront énormément des choses. Mais voilà, donc comme je l'ai dit, il y a la création du Mindevel, il y a les régions qui sont là, il y a le transfert des compétences qui est déjà effectif au moins à 70-75%, et le transfert des ressources qui est au minimum à 50%. Vous voyez, donc on a encore du chemin à faire. D'accord. Mais selon vous, la décentralisation est-elle un levier de développement au Cameroun actuellement? Parce qu'il y a beaucoup de plaintes. On se dit, bon tiens, voilà, il y a la décentralisation, le transfert de compétences, mais réellement, on ne voit pas cette évolution. Non, ceux qui disent qu'ils ne voient pas l'évolution ne sont pas sur le terrain. Je vous ai dit, par an, je fais au moins 10 fois le tour du Cameroun. Vous allez dans une commune comme Man, en pleine forêt équatoriale, dans le sud. Tout est construit. Les bâtiments sont là, l'hôtel de ville est magnifique. Les gens peuvent... Et c'est le cas pour... Sur 375 communes là, c'est le cas pour au moins 200 communes qui ont des bâtiments, comment on dit, des hôtels de ville de valeur. C'est-à-dire maintenant, vous pouvez aller vous marier dans votre village sans avoir honte du bâtiment communal. Sans avoir honte des infrastructures qui ont été déployées. Et ça, c'est grâce à l'institution qu'on appelle FECOM, qui est une innovation parce que le FECOM n'existe pas dans tous les pays d'Afrique. D'accord. Beaucoup de pays africains viennent, ça c'est ce que le Camerounais ne sait pas. Beaucoup de pays africains viennent étudier le positionnement du FECOM dans le processus de décentralisation. Donc il y a déjà ça, le fait que les communes se déploient de plus en plus sur le terrain, on observe, on le voit dans la construction, mais on le voit aussi au niveau même des mécanismes de mise en place des élus locaux. La dynamique, l'engouement que les populations démontrent à aller élire leurs élus, le maire, ses adjoints, l'exécutif municipal en général, est différent de l'engouement que l'on avait avant le multipartisme. Aujourd'hui, vous avez des communes où on a un exécutif communal qui est partagé. Vous avez 2-3 partis. Ça n'existait pas avant. C'est petit, on est d'accord, le niveau est encore minimal, on est d'accord. Mais le processus est enclenché et au fur et à mesure que les années passeront, on aura certainement quelque chose de on l'espère tous. Alors, on parle de fédéralisme beaucoup plus dans les régions du Nord, où vous passez quand même assez de temps sur le terrain. Aujourd'hui, on parle de fédéralisme. Que pensez-vous du fédéralisme au Cameroun? Bon, le fédéralisme, c'est une bonne notion parce que si on n'analyse que
les cas qu'on connaît le plus, c'est-à-dire les États-Unis et le Nigeria qui est proche de nous, on constate qu'effectivement, dans un État fédéral, la décision est vraiment prise au niveau de l'État. Le développement, la question du développement et les orientations stratégiques sont prises au niveau le plus proche des communautés. Mais maintenant, pour le cas du Cameroun, quel serait... Parce qu'à l'époque, on n'a eu que 2 États. On n'en a pas eu 10. Or, si on doit retourner sur la question du fédéralisme, il faut actualiser. C'est-à-dire, il faut bien comprendre les configurations actuelles de l'État camerounais, c'est-à-dire du pays, pas de l'État en tant qu'institution. Il faut bien comprendre, est-ce que toutes les régions pourront avoir parce que quand on parle de fédéralisme, on parle de l'autonomie des régions. Est-ce que toutes les 10 régions du Cameroun ont assez de ressources pour pouvoir véritablement lancer leur propre développement? Parce qu'il faut comprendre que l'État central a mis sur pied un système de péréquation qui permet que, par exemple, les communes des forêts qui génèrent assez de ressources, les communes où on a le pétrole, etc., qui ont des ressources minières et naturelles assez importantes. Les forêts communautaires. Voilà, tout est centralisé pour que tout le pays puisse en bénéficier. Mais maintenant, si on revient au niveau du fédéralisme, il faut bien étudier la capacité de chaque région à se prendre en charge pour que finalement on ne retrouve pas des communes des communes qui seront comme des supra-États. Comparativement à d'autres qui ont peut-être leur petit lac ou petit quelque chose qui leur apporte pas grand-chose. Donc je serais d'accord pour le fédéralisme, mais quand même avec toujours un petit système de péréquation au niveau central. Donc, on devrait inféoder quelque part, justement, ces richesses peut-être qui pourront peut-être aider. Exactement. On devrait cibler les richesses qui génèrent le plus de ressources pour pouvoir les centraliser et en faire bénéficier toutes les régions de manière équitable. D'accord. Et là, aujourd'hui, on parle, il y a par exemple un leader de parti politique, peut-être je ne vais pas citer le nom, qui a commis un livre, il parle du fédéralisme communautaire. Qu'entendez-vous peut-être par fédéralisme communautaire? Bon, c'est tellement nouveau, ce document-là, je n'ai pas encore pris la peine de le lire. Mais je pense que ça s'inscrirait dans la même vision que celle que j'ai. Ne pas faire un fédéralisme brut. Qui vraiment met l'autorité régionale face à ses responsabilités sans ressources adéquates. Parce que je crois quand même que c'était une des plaintes aussi des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, justement, ils parlent de fédéralisme. Ils aimeraient avoir justement cette scission, cette division et pouvoir gérer la cité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec justement cette guerre qui perdure et peut-être aussi le manque de ressources, parce qu'il faut quand même avouer que, parler de francophone, c'est un peu différent. Parler de l'autre côté, il y a une majorité quand même qui a plus de ressources aussi. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je dis, même si on accepte ce changement au niveau institutionnel, il faudrait toujours faire attention. Il faudrait faire véritablement attention à ce que ces régions, par exemple le sud-ouest, regorgent d'énormes ressources. Alors, si vous créez un État du sud-ouest qui utilise effectivement ces ressources pour son développement, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous faites des autres régions comme l'Ouest, là où il n'y a presque rien, il y a que l'agriculture. Peut-être l'exemple est mal pris. Il ne faut pas quand même aussi peut-être parler de l'Ouest. Pour rester le frustré. Chacun prêche pour sa chapelle. En dehors de l'agriculture, cette petite agriculture, je suis de l'Ouest. Peut-être l'exemple est mal pris parce qu'on va dire, subjectif. Mais ok, prenons une autre région. Prenons par exemple la région de l'Adamawa. Qui, malgré ses immenses terres cultivables, jusqu'à présent, en dehors de l'agriculture, petite agriculture et du gros élevage, n'a pas de ressources. On peut mettre aussi en exergue à l'Adamawa le tourisme aussi. Voilà, Il faut donc avoir ce genre de pensée pour dire, ok, quelles sont les potentialités dans chaque région et comment est-ce que cette région-là peut véritablement utiliser cette potentialité pour faire décoller son économie et mettre sur pied les mécanismes qui vont leur permettre véritablement. Et là, on passe au fédéralisme sans problème.
Et là, je serais d'accord avec, mais dis seulement, on va faire le fédéralisme juste pour être heureux et de dire qu'on est... Bon, ce sont des frustrations aussi qu'on a rencontrées. Ça va créer d'autres frustrations ailleurs. Oui, effectivement. Alors, je sais que vous travaillez beaucoup sur le terrain. Forcément, vous avez des difficultés. Quelles sont les premières difficultés que vous rencontrez? Les premières difficultés résident déjà au sein de nous-mêmes, c'est-à-dire... généralement, lorsque vous travaillez avec une équipe, parce que généralement on ne va pas tout seul sur le terrain, ouais. Les gens ont des perceptions différentes. Des appréhensions. Des appréhensions, ouais. des préjugés. Ils ont peur aussi peut-être de l'inconnu. Lorsque vous venez avec des préjugés auprès des populations, vous allez les transmettre d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc il faut déjà vider son cerveau des préjugés. Ça peut être des préjugés, on dit oh les doigts là sont paresseux, on dit je sais pas moi, les nordistes, ils sont, voilà. C'est-à-dire qu'on les met dans un carcan qui n'est pas vrai en fait. Les gens ont fait des schémas, Si je connais un nordiste qui est comme ça, je dis les nordistes sont, non. Mais il y a des artistes même qui chantent ce genre de oui, mais parfois ce n'est pas vrai. C'est des caricatures en fait. Oui. Oui. Et donc le premier problème réside en nous-mêmes. Lorsqu'on descend avec des préjugés, on constitue le premier blocage. Le second blocage réside au niveau des portes d'entrée aux communautés, parce qu'on ne va pas, si vous allez travailler, je ne sais pas moi, à Messamena, vous n'allez pas aller rencontrer les gens dans leur village comme ça. Il y a les préfets, les sous-préfets qu'il faut rencontrer, les chefs traditionnels, les autorités religieuses, qui normalement devraient être des facilitateurs, mais dans certains cas, constituent des blocages. Parce que quand vous abordez, par exemple, la question de mariage forcé à Yagua, ce n'est pas de la même façon qu'on va vous accueillir que dans une localité. Si vous l'abordez, je ne sais pas moi, dans la Damawa, je ne sais pas moi, dans une commune de la Damawa. Parce que vous allez trouver un contexte socio-culturel différent. Vous aurez des perceptions différentes, même s'ils sont en majorité musulmane. Oui. Les interprétations même du Coran sont différentes. Donc, moi, j'ai par exemple eu à mener des études et des évaluations dans l'extrême nord. Mais quand vous écoutez les imams parler du mariage forcé dans l'extrême nord, c'est différent. Parce qu'ils ont déjà eu depuis 30-40 ans, on les a sensibilisés à la chose. C'est vrai que le phénomène demeure parce que les parents ne sont pas convaincus. Mais les autorités religieuses sont déjà extrêmement sensibilisées. Bon, ils peuvent vous tenir un langage positif, mais en back-office, ils font autre chose. Là, on est d'accord. Oui. Mais vous avez aussi des autorités religieuses qui vous bloquent entièrement. Ils vous bloquent, hein? Oui, qui vous disent, mais de quoi vous vous mêlez? Vous êtes là pour collecter. Et même si vous avez informations. l'autorisation de l'autorité administrative, ils vous bloquent toujours? Quand je dis bloquer, c'est en fait, ce n'est pas vous empêcher d'aller sur le terrain, mais c'est de vous donner la mauvaise information. C'est de constituer des groupes d'informateurs qui ne sont pas les véritables informateurs avec lesquels vous devez travailler. Alors là, vous sortez de là avec des données faussées. Votre analyse est complètement faussée parce que vous n'avez pas eu les informations clés. Oui, parce que vous faites des rapports aussi, non? Exactement. Des rapports, ouais. Exactement. Ces rapports-là, qui sont aussi utilisés au niveau central pour la formulation des politiques publiques. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte que peut-être les rapports sont faussés? On utilise le processus de triangulation. C'est-à-dire? La triangulation consiste d'abord, avant d'aller sur le terrain, de prendre connaissance de la documentation qui a été produite jusque-là. Donc, vous savez déjà que ici, les orientations, c'est ça. Si on ne prend que le mariage forcé, comme on l'a dit, on sait que déjà dans tel village-là, les jeunes filles, les enfants même de 9-10 ans se marient. Ça, c'est écrit dans certains documents. Quand vous allez donc sur le terrain, on va vous dire non, nous ici, on attend maintenant les filles au moins à 16-17 ans et avec autorisation parentale. D'accord. Ça, c'est ce qu'on va vous dire. Plus tard, maintenant, quand vous allez remonter au niveau des acteurs institutionnels que sont les préfets, les gouverneurs et tout, qui connaissent bien leur localité, ils vont vous dire, ils vont vous confirmer, là c'est le niveau 3, ils vont vous dire si les informateurs là, soi-disant informateurs clés que vous avez eu sur le terrain, vous ont dit la vérité. Vous voyez, donc vous avez 3 sources. Source 1, documentation. Source 2, les informateurs clés. Source 3, les institutionnels. Voilà. Et dans les institutionnels, généralement, on met aussi les autres acteurs de développement, les ONG internationales qui travaillent sur la question, sur le terrain. Et là, vous allez donc croiser ces 3 informations-là pour voir où réside la vérité.
Ouais, c'est pas facile sur le terrain, mais Pas néanmoins, du tout. on vous souhaite beaucoup de courage. Alors Pas du aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureux peut-être quand peut-être vous finissez une étude sur le terrain et vous voyez qu'il y a les résultats qui sont probants. Qu'est-ce qui vous rend heureuse quand vous voyez ça? Ce qui me rend heureux, c'est le sourire des populations quand vous reviendrez là-bas. C'est de voir le niveau d'appropriation. Parce que quand je dis le sourire, c'est pour résumer un peu tout. Ouais. Lorsque votre projet ou votre programme a réussi, ça a changé positivement la vie des populations. Alors quand vous arrivez, on vous accueille avec un grand sourire. On vous déroule la natte. Voilà, vous pouvez vous installer. Ah, vous connaissez déjà les nattes. Tout à fait. Vous vous installez, le Diaoro vous déroule la natte. Il pose avec vous. Ce qui n'était pas possible il y a 30 ans. Nous, on avait des interlocuteurs. On ne pouvait pas parler directement au Diaoro. D'accord. Encore moins au Lamido. Mais aujourd'hui, vous arrivez, le Lamido vous reçoit en tant que femme. Il vous reçoit, il vous parle, il vous oriente, etc. Vous voyez, vous constatez qu'il y a un changement, vous constatez qu'il y a une évolution dans les mentalités. Et lorsque vous allez maintenant... Donc c'est le changement de comportement qui est visé. C'est le changement de comportement qui est visé, qui est l'essentiel en fait dans le développement. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du communautarisme? Parce qu'on voit beaucoup de messages de haine, de tribalisme véhiculés même dans les réseaux sociaux. Et même dans la rue, on voit déjà beaucoup de messages. Qu'est-ce que vous pensez du communautarisme aujourd'hui? Bon, le communautarisme, c'est une construction politique. Ce n'est qu'une construction politique. Parce que entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un fossé. Tous ces mêmes gens qui tiennent des débats, des positions, machin et tout, vous allez même voir ces filles-là, ils ont fait les enfants avec la communauté qu'elles combattent. Alors comment pour combattre son propre enfant? C'est complètement ridicule. Donc certains activistes politiques utilisent ça pour gagner du terrain, pour convaincre les gens, etc., à adhérer à leur bataille, à leur combat. Mais dans la réalité, en fait, on n'a pas... les communautés vivent ensemble. Les mariages, j'ai combien de femmes qui viennent de chez vous, là, dans ma famille? Je ne peux pas les compter. J'ai combien de femmes bêtises et tout ça dans ma... Je ne peux pas... J'ai des petits-fils, j'ai des enfants qui sont chez moi, qui sont des différentes communautés. Donc, comment je vais commencer à les haïr? Ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, c'est un outil politique. D'accord. Voilà. Mais ça détruit quand même la société, ça. Ça détruit la société. Ça détruit la société parce que maintenant, on constate un petit repli identitaire, justement, par rapport à cette question de se marier. Certains disent que ce qui nous sauve, peut-être, c'est parce qu'on a plusieurs dialectes et qu'on est peut-être quelque part des cultures mélangées. Parce qu'on a vu au Rwanda avec les Hutus, les Tutsis, c'est ce qui a créé justement cette guerre. Il n'y a pas une majorité communautaire au Cameroun. C'est ça, c'est ce qui nous La sauve. différence, oui. Alors maintenant, nous allons parler des droits humains. Aujourd'hui, on voit des femmes maltraitées, on voit des jeunes filles peut-être qui ont eu recours à peut-être l'excision, il y a le pressage des seins. En tant que justement activiste dans les droits humains, quel est le travail que vous faites sur le terrain pour empêcher ça? Pendant les 20 premières années de combat, je suis féministe. Là, on en est arrivé. Hein, voilà. J'allais sortir par là. Voilà, ok. Bon, je ferme alors un peu la page, mais au moins, je fais quand même une petite introduction par rapport à cela. Pendant les 20 années de travail, les 20 débuts années de travail, si je ne prends que mon expérience, parce que j'ai quand même trouvé des grandes sœurs déjà dans ce combat-là, ce que je peux dire sur la base de mon expérience, c'est que il y a des avancées, mais il y a aussi des situations où on a observé un recul. Les avancées, on les a observées à quel niveau? Au niveau de la liberté de parole. D'accord. Au niveau de la capacité des femmes à explorer des nouveaux champs d'action. Au niveau du changement des paradigmes, coutumes. Des coutumes, ok. Des us et coutumes. Par exemple, cette histoire de repasser les seins, etc. Cette histoire les rites de veuvage. Les rites de veuvage. Ça dilue, c'est-à-dire ça prend du temps, mais on n'est plus dans la sauvagerie, si je peux dire ça comme ça. On n'est plus dans l'extrême que l'on constatait encore au début des années 80. Donc on est en 2021, mais on constate quand même que les veuves, même si elles sont toujours marginalisées, mais au moins on les laisse, elles ont quand même un peu plus de dignité pendant les rites de veuvage. D'ailleurs, elles peuvent choisir celle qui va lui faire ses rites. C'est des avancées quand même notoires. Surtout dans une société aussi traditionnelle que celle à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire les Bamileke. On observe quand même des avancées dans ce sens. Et ça se remarque aussi dans les autres tribus avec lesquelles nous travaillons. Maintenant, là où on a constaté le plus grand recul, c'est au niveau de l'indépendance financière des femmes.
D'accord. Pourquoi? Le message que nous avons toujours véhiculé, c'est que la femme, pour donner plus de dignité aux femmes, il faut qu'elles soient indépendantes financièrement. D'accord. Ok, les parents se sont sacrifiés, ont envoyé filles et garçons dans les meilleures écoles. Je peux vous rassurer qu'en Afrique, le Cameroun est parmi les trois premiers pays avec niveau d'éducation assez impressionnant, parce qu'au Cameroun, on parle de 72% des filles, puisque l'éducation... Qui ont accès à l'éducation. Exact. Qui achèvent même leur cursus primaire ou secondaire. Ah, ça, c'est magnifique, en fait. Oui, nous sommes, je crois, le premier, c'est la Tunisie, ensuite, c'est l'Afrique du Sud, et puis le Cameroun en troisième. En tout cas, nous sommes dans le top 5 des pays les mieux, comment on dit, éduqués, qui ont accès à l'éducation oui. formelle. Donc, les parents se sont véritablement mobilisés et ont envoyé filles et garçons à l'école. Mais maintenant, qu'est-ce que les filles font? Les filles se laissent influencer par les influenceuses. C'est-à-dire? C'est-à-dire le modèle de nos filles. Nous sommes les mamans. Oui. Nous sommes même déjà des grands-mères. À 50 ans, on est grands-mères. Le modèle de nos filles et de nos petites filles, ce n'est pas nous. C'est les influenceuses. C'est celles qui qui ont utilisé le piment et tout ça, des vendeuses. Elles sont les modèles de nos enfants. Oui. Alors pourquoi aller me casser la tête à l'école, faire les maths, les théorèmes de Pythagore, du parent, peut-être d'inculquer des valeurs aussi, non? De ne pas se perdre dans les histoires d'influenceurs, c'est aussi le rôle du parent et l'éducateur de donner des valeurs aux enfants. Les parents ont aussi une grosse responsabilité parce que nous avons abandonné l'éducation de nos enfants aux médias, aux mass médias. Oui. Et avec l'arrivée maintenant des réseaux sociaux, c'est encore pire. Les enfants sont plus concentrés sur leur iPhone, etc., leur téléphone Android et à la télé qu'envers nous. C'est-à-dire quand vous venez, vous conseillez votre fille, elle vous répond. Oui. Parce qu'elle est plus éduquée par ces médias-là que par vous. Lorsque vous venez maintenant lui parler, lui donner des conseils, elle estime que, bon... elle t'écoute juste pour, voilà. Pour la forme. Oui, mais toi là, tu as fait tout ton background là et tout ça là, mais tu ne roules pas en carrosse, hein, voilà. Tu roules pas carrosse, hein. Tu n'achètes pas les mèches indiennes de 2 millions. Tu peines là, tu es là, ta petite voiture qui tombe en panne tous les jours, etc. Tu n'es pas un modèle pour elle, hein. Oui, c'est vrai aussi. Donc, il y a ce capitalisme, comment on dit ça, rampant, qui a complètement renverser les valeurs. Complètement renverser les valeurs. Et certains parents sont dans cette mouvance. Oui. C'est-à-dire, encouragent même leur fille parce que il veut manger. La maman veut porter le cabas. C'est vraiment déplorable quand même. Etc. Voilà. Donc, il y a ce capitalisme qui a tué énormément des valeurs au niveau de notre jeunesse. Donc, c'est là où on a échoué. En termes de progression. Les filles sont éduquées. Vous voyez une fille avec un niveau de doctorat et tout ça. Mais son rêve, c'est d'être Coco Emilia. C'est pas pour dire que j'ai un problème avec Coco Emilia. Non, du tout. Écoute, on aime son parcours. Hein. Exactement. Voilà, elle s'est mariée, une entrepreneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui passera par là pour être quelque chose dans la vie. Alors, on vous voit sortir, vous sortez fraîchement d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Des formations, sensibilisation? Là, je travaille avec un programme, ça fait 3 ans d'ailleurs que je travaille avec ce programme-là, un programme de la Banque mondiale qui fait sur, comment on dit, la mise en place de comités de concertation au niveau régional pour la prise en charge de la nutrition. Ah, d'accord. Oui, nutrition et développement de la petite enfance, donc accompagner toute la petite enfance, etc. Vous savez qu'après la guerre en Côte d'Ivoire, tout était à refaire, en commençant même pas à l'alimentation. D'accord. Donc là, j'étais formé les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets à l'usage des manuels que j'avais déjà rédigés en 2010, de 2019 à 2020. D'accord. Donc les manuels d'accompagnement. Maintenant, il fallait les former à l'utilisation de ces manuels-là. Non, mais vous, une Camerounaise, vous avez en Côte d'Ivoire formé les gouverneurs. Ce n'est pas peut-être... Non, pas du tout. C'est ma vie. J'ai déjà fait presque toute l'Afrique. C'est mon travail. Je suis à l'international depuis des années, depuis plus de 20 ans. Je travaille aussi à l'international.
D'accord. J'ai d'ailleurs plus de missions à l'international qu'au niveau national. D'accord. Alors, nous allons parler un peu de vaccination avant de prendre la prochaine rubrique. Est-ce que vous pensez que le vaccin contre le Covid-19 est efficace? Ça, c'est une colle. Vous voulez que je fasse la langue de bois ou bien que je dise... Non, mais donnez votre avis si vous pouvez. Vous n'avez pas d'avis à donner. Okay. Vous dites, je n'ai pas d'avis à donner. Bon, à un interlocuteur dernièrement qui voulait me convaincre d'aller me faire vacciner, je lui ai dit, je vous donne 2 ans pour tester ce vaccin sur des millions de personnes. Et le jour où vous m'aurez apporté la preuve que ce vaccin-là, lorsqu'on le fait, lorsqu'on le prend, on n'attrape plus le Covid et encore on n'en meurt plus, alors j'irai le faire avec joie. Parce que pour l'instant, les personnes vaccinées sont à risque, tout aussi à risque, et parfois même plus à risque. Oui. Quand on vous dit que si vous aviez une maladie rénale, si vous aviez un dysfonctionnement quelque part, le vaccin peut aller plutôt créer, catalyser donc ce mal et vous finir en 2-3 jours. Là, moi, je n'ai pas du tout envie. D'accord. Donc, on retient quoi? Vous êtes contre le vaccin? Pour l'instant, je suis contre le vaccin. Ok, j'attends que le vaccin fasse ses preuves. Donc, vous êtes pour la médecine locale, traditionnelle? Oui, évidemment. J'ai été atteinte de Covid. Ah, d'accord. Et c'est les coucs. Moi, je le dis à mon vision, c'est les coucs, l'écorce de l'arbre. Il y a un arbre dans la forêt ici qui s'appelle les coucs. C'est les coucs. En 3 jours, m'a soigné J'étais déjà au 4e protocole de soins. Mais écoutez, l'OMS est en train de vous regarder. Je ne sais pas, peut-être vous aurez des problèmes. Hein? J'espère. Mais qu'il y a assez de coups dans la forêt équatoriale. D'accord. Nous allons nous passer à la seconde rubrique qui est découverte. Avec le concours de la régie, on espère avoir quelques vidéos. Ok. Si je devais dire un mot concernant ta vie, il faudrait écrire des livres, des tomes 1, 2, 3, 4 certainement, peut-être même 8. Je vais essayer de résumer rapidement. Tu es déjà pour moi une maman. Du point de vue professionnel, tu es certainement l'une des meilleures formatrices que j'ai connues. Ça fait 12 ans que je travaille avec toi et du point de vue professionnel, tu es certainement l'une des meilleures femmes dans ton domaine. Tu excelles chaque jour et tu ne veux jamais t'arrêter. Toujours à aller de l'avant, toujours à faire beaucoup d'efforts, toujours à encadrer les jeunes, les femmes en particulier. Tu es une vraie promotrice du genre. Non pas ce style de genre où la femme veut le pouvoir, nécessairement. Mais tu promets le genre à la dimension des talents de tous. Tu promets le genre en termes d'égalité de compétences, en termes d'égalité de chances, en termes d'équité. Nul n'est pareil à toi. Tu es unique en ton genre. Tu es une maman, tu es une bonne mère, tu es une grande dame, tu es une excellente professionnelle. Tu sais toujours rendre service. Tu es, je devrais même dire au-delà de professionnelle, une très bonne femme volontaire, dynamique, pleine d'audace, toujours à la recherche de l'excellence. Je ne sais où tu iras, jusqu'où tu vas t'arrêter. Je me pose moi-même la question souvent. Mais ce que je sais, c'est que avec toi, tant qu'il y a de l'espoir, il y a toujours de la vie. Ne change rien. Tu es la meilleure. Ciao. C'est Monsieur Bertrand Talla avec ses témoignages. On vous voit sourire là depuis. Alors, dites-moi, quelle est l'appréciation que vous donnez à votre collaborateur? Depuis 12 ans, il a souligné. C'est vrai. Et nous travaillons vraiment en étroite collaboration depuis tout ce temps. Bon, il ne me l'a jamais dit. Voilà, donc je suis assez surprise. Bon, généralement, avec moi, il est assez ouvert. Voilà. Mais dire ça comme ça en mondo vision,
ça me fait, voilà, j'ai la larme aux yeux, quoi. D'accord, beaucoup d'émotions. Merci, oui. Ça me fait beaucoup d'émotions. Ouais, j'espère vraiment continuer à être la personne qu'il apprécie. D'accord. Ouais. Nous allons passer donc à la vidéo suivante. Alors, Madame Evelyne Dipondjou est une amie d'enfance. Elle a toujours souhaité se battre pour la cause du genre depuis tout petit. Elle a toujours elle s'est toujours battue pour ceux qui les défavorisaient. Que les jeunes générations se rapprochent d'elle pour prendre conseil et essayer de tirer le maximum de connaissances auprès d'elle parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des séminaires qu'elle a eu à couvrir, mais véritablement, c'est quelqu'un de passionné par son travail. Moi, je crois que, sans indiscrétion faite, je crois qu'il lui est arrivé de préparer des rapports jusqu'à 2h, 3h du matin, notamment. Rarement vu des gens concilier, justement, son travail. Il appelle à être tout le temps parti à l'étranger. Et justement, il peut avoir un impact dans sa vie de famille. Mais je me suis rapproché d'elle. Jusque-là, je crois que tout se passe bien. Elle arrive à concilier son travail et sa famille. Et je dis vraiment chapeau. Parce que généralement, nous sommes conscients que, étant partis tout le temps, les gens se sacrifient autant pour le métier qu'ils exercent. Vraiment, moi, je tiens à lui tirer le chapeau et lui dire vraiment beaucoup de courage. Oui, c'est Monsieur Libok Samuel, votre ami d'enfance. Il parle justement de votre relation. Il est au ministère du Tourisme, c'est ça? Exactement. Voilà, il dit vous êtes une femme battante qui travaille, qui voyage beaucoup et qui n'arrête pas de travailler. Alors, dites-nous aussi. Oui, effectivement. D'ailleurs, le choix stratégique que j'ai pris depuis 2014, c'était vraiment pour essayer de concilier le triple rôle. C'est-à-dire en sociologie, le triple rôle, c'est le rôle que les différents rôles que chacun joue. C'est-à-dire le rôle familial, le rôle professionnel, le rôle économique et professionnel économique et le rôle communautaire. Oui. Parce que tant que j'étais encore staff, je n'avais pas le choix. C'est les patrons qui décident de si tu vas en mission pour une semaine, pour 2 mois ou pour 6 mois. Alors mes enfants en souffraient énormément. Maintenant, avec mon travail de consultante, quand je ne suis pas en mission, je suis avec mes enfants. D'accord. Je suis avec eux. Si je fais 1 mois à Yaoundé, je suis avec eux. Elles vont à l'école le matin, elles rentrent le soir, elles me trouvent. Je vais jouer mon rôle de parent auprès de l'association des parents. Je fais exactement tout ce qu'une maman est supposée faire quand je suis là. Et c'est moi qui décide si je prends cette mission ou si je ne la prends pas. Et même lorsque je prends une mission, c'est moi qui décide je la commence le 20. Parce que voilà, le 18, là, j'ai d'abord une soutenance, une de mes filles va soutenir, etc. Donc, je peux reporter ma mission ou bien je peux carrément l'avancer pour pouvoir l'achever avant cet événement familial. Donc, j'ai la possibilité d'organiser mon travail comme je le veux. Et comme dit M. Libok, effectivement, chaque fois, ils m'ont vu connecter jusqu'à 3h du matin. On m'écrit, mais tu fais quoi debout à 3h du matin? Je travaille. Les rapports, c'est plus facile de les faire dans la nuit. Parce que tout est calme. Ah, ça veut dire que vous êtes une bosseuse invétérée? Oui, tout à fait. Depuis mes études, j'ai toujours étudié dans la nuit. Et la vie de couple n'est pas peut-être à rabais, il n'y a pas un problème Bon, je ne suis pas encore mariée légalement, mais j'ai un compagnon. Oui. Et j'arrive aussi, je m'organise pour concilier effectivement aussi ma vie amoureuse avec... Oui, parce que certains hommes disent qu'ils ont peur un peu des femmes très intelligentes, très occupées. Exactement. Ouais. Et ils ont particulièrement peur des consultantes. Parce qu'on est toujours partis et ils ne savent pas ce qu'on va rencontrer là-bas. Peut-être qu'on va rencontrer mieux qu'eux. Ou on va les tromper ou quelque chose. Voilà. Ils ont beaucoup, écoutez, quand vous décidez de vous mettre en couple avec une femme intelligente et peut-être chef ou directeur, mais c'est ça justement le risque aussi, hein. Bon, moi, je leur réponds toujours, même la ménagère, là, elle couche avec tout le quartier, là. Non, mais vous êtes dure, hein, Madame Evelyne. Ben oui. C'est une question de confiance. D'accord. C'est vrai que dans un couple, c'est beaucoup plus la confiance qui prime. Exactement. Alors, nous avons passé à la vidéo suivante. On passe à la vidéo suivante. Je suis une amie d'enfance de Dipondjou Evelyne.
Nous nous connaissons depuis 1989 et c'est une relation très fraternelle. J'ai dit une amie d'enfance, mais en réalité c'est une grande sœur parce qu'elle m'a tenue par la main. Nous habitions le quartier Biémassi, particulièrement au niveau de l'hôpital Biémassi, et nous fréquentions tous au lycée Général Leclerc de Yaoundé. Nous allions à l'école ensemble, nous rentrions ensemble, et les week-ends, généralement, nous étions également ensemble. Evelyne était cette fille, cette dame qui savait déjà ce qu'elle voulait dès le bas âge. Ce dont je me rappelle très bien, elle ne faisait jamais tout à la hâte. Elle prenait toujours son temps. Pour manger, elle était toujours la dernière à terminer son plat. Elle mangeait doucement, doucement. Et tout ce qu'elle a eu à faire dans la vie, c'est toujours doucement, doucement. Et bien fait. Evelyne était celle qui était toujours très attentive et très à l'écoute de ses enseignants. Mais personne n'y croyait. On avait l'impression que sa lenteur pouvait signifier quelque sorte l'échec. Non, elle avançait tout doucement parce qu'elle savait où elle allait. Evelyne, quand elle a eu son bac, tout le monde était sûr qu'elle allait poursuivre ses études à l'étranger. Mais non, Evelyne a dit, l'Eldorado, c'est le Cameroun. Nous, ses petites sœurs, nous étions tellement surpris que mais tout le monde rêve de l'Eldorado. Mais elle a dit, elle va poursuivre ses études au Cameroun. Mais non. Elle est rentrée à l'université catholique où elle a terminé. Quand elle a terminé, immédiatement, elle a cherché quoi faire. Entre-temps, je me suis mariée très tôt. J'ai accouché ma première fille. Elle a pris toute la peine de venir me rendre visite. Adeline, elle décrit votre vie ensemble, elle décrit justement vos relations, elle dit voilà, elle pensait que vous alliez peut-être immigrer, mais vous avez décidé de rester ici au Cameroun. Pourquoi avoir voulu rester au Cameroun? J'ai eu la chance d'aller en congé en Europe très tôt, pour les vacances. On profitait des prérogatives, des avantages que notre mère nous offrait en tant que staff de la Camer. Donc, avant le bac, je crois que j'avais déjà fait 4 voyages en Europe. Mais dès le premier voyage, je n'avais pas aimé. J'ai jamais aimé l'Europe. Pourtant, c'est le rêve de tout Camerounais d'aller en Europe, aux États-Unis, en France. Au bout des 2 premières semaines, j'étais très malheureuse. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de sociable. Là-bas, le social n'a rien à voir. Vous pouvez faire 30 ans avec votre voisin de palier, vous connaissez juste son nom. Il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Je ne peux pas vivre comme ça. Je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un qui communique, qui vit avec les gens, qui aime le contact des gens. Je ne peux pas vivre dans une société où tout est... on est focus, boulot, dodo, boulot. Non, je ne peux pas. Et je déteste le froid. D'accord. Par-dessus tout. D'ailleurs, ça me rend malade. D'accord. Oui, je déteste donc rien. Il n'y avait rien. Aucune chaleur humaine, justement. Il n'y avait rien qui puisse m'encourager à aller vivre en Europe. Rien. Jusqu'à présent. D'accord. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de prétendants qui vivaient en Europe, qui voulaient que je les retrouve là-bas. J'ai toujours dit non. Vous n'avez pas voulu de blanc dans votre vie? Non, pas du tout. J'ai beaucoup d'amis blancs. Je les apprécie beaucoup. D'accord. Mais je ne vais pas vivre chez eux. Je n'aime pas. On n'est pas raciste sur le plateau, on tient à le rappeler. Néanmoins, Madame Evelyne, elle préfère son pays, elle préfère la chaleur africaine. J'aime l'Afrique. D'accord. Et je sais qu'en Europe, pour changer un pavé devant votre porte, il faut l'autorisation de la commune. Et ça prend des procédures administratives terribles. Je vous jure, changer un pavé devant votre porte, vous ne pouvez pas. Alors que l'Afrique est tout à construire. Pourquoi je vais aller dans un pays où les ancêtres ont tout construit et laisser ma part de pays où tout est à faire? Je suis égoïste.
Non, on appelle ça peut-être d'être républicain, peut-être du chauvinisme. Chauviniste, oui, je suis chauviniste. Voilà, Oui, c'est ça. un esprit chauvin que vous avez peut-être Tout à essayé de fait. développer. Tout à fait. Nous allons donc prendre la dernière vidéo. Je suis le neveu de maman Diponjo Evelyne. Ici, je vais vous parler un peu d'elle. Maman Diponjo Evelyne est une femme adorable. Vraiment, je vous dis, elle est adorable parce que au sein de la famille, c'est un point focal pour tout le monde. Elle essaye de parvenir aux besoins de toute la grande famille. Elle écoute, elle comprend, elle essaie d'analyser tous les problèmes de la famille. Depuis mon jeune âge, bien sûr. Elle essaie d'analyser, elle ne se prononce pas n'importe comment. Alors, mais son petit couac, c'est que quand elle se fâche, ou bien quand elle dégame, personne, je dis bien personne, ne peut la contenir. Ça, c'est son petit bémol, quoi. Personne ne peut la contenir. Mais ce qui est bien après ça, c'est que elle dit ce qu'elle pense et elle passe là-dessus. Elle n'est pas rancunière. Elle n'est pas pensive. Elle ne garde rien en elle pour dire après vous m'avez fait ci ou ça. Non, elle dit, elle passe là-dessus. Donc ça, c'est son bon côté. Donc je dis, maman Evelyne, elle reste la personne idéale dans la grande famille, comme je l'ai tantôt aussi dit, à résoudre les problèmes des plus jeunes, des plus petits. Elle va même vers les démunis, les gens désespérés, pour leur dire vous pouvez encore, pour leur apporter un soutien moral, physique et parfois financier, leur remettre en confiance. Et des fois, je me pose la question, maman Evelyne, pourquoi est-ce que tu essaies toujours de parler à ci ou ça? Elle dit non. Je vais insister à ce que chaque personne de la famille comprenne que sous terre, il y a toujours espoir. Et alors, elle se bat à fond pour faire revenir la confiance d'un chacun en elle. Alors, vraiment, maman Evelyne, je suis très content de toi. Si tu m'écoutes, demain, tu comprendras que tu as un fils qui a toujours regardé le bon sens et essayé de copier ta façon d'être. Parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, c'est bien vrai, mais elle a beaucoup participé à ce que je sois, ce que je suis aujourd'hui. Elle me conseillait toujours, va à l'école, va faire ceci, demain tu seras cela, essaie de... Même quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, aujourd'hui je suis une entreprise, mais c'est elle qui a fait, c'est elle qui m'a forgé, c'est elle qui m'a fabriqué, comme on dit souvent. J'étais découragé au début, je n'avais pas de travail, je n'avais pas ci, je n'avais pas ça. Elle me dit, mon fils, le début n'est pas facile. Essaye de tenir bon. Moi, au début, qu'est-ce que je faisais? J'ai travaillé un salaire de 28 000 francs. J'ai travaillé un salaire de 40 000 francs. Mais aujourd'hui, je suis où? Tu sais ce que je deviens aujourd'hui? Moi, j'ai dit, mais maman, tiens, vraiment, avec le passé que j'ai vu que tu as subi, moi, je vais tenir bon. Je serai comme toi demain. J'ai essayé de tenir. Je me suis battu, ce n'était pas toujours facile. Elle m'a dit, mon fils, même s'il faille que je t'aide, je vais t'aider. Elle m'a soutenu. Vraiment, elle m'a soutenu. Elle m'a beaucoup soutenu. Aujourd'hui, je suis un grand entrepreneur. Je suis très content d'elle. Très, très content. Parce que c'est pas facile d'avoir des gens comme ça dans une famille. Il y a des gens qui sont là pour détruire les autres. Mais elle, vraiment, je vous le dis, elle est là pour arranger. Elle arrange. Sans état d'âme. C'est-à-dire que tu as un problème avec ton frère, ton grand-père, ta grand-mère, je ne sais pas. Elle n'est pas jugée partie disant que, soit disant peut-être que non, l'autre est le papa, l'autre est le fils. Elle va essayer de voir comment tirer la couverture. Non, elle n'est pas là pour ça. Tu as mal fait, elle dit tu as mal fait. Tu as bien fait, elle dit tu as bien fait. Donc elle n'est pas jugée partie. Ça, c'est son bon côté. Maintenant, dans le cadre professionnel, moi, vraiment, je ne saurais trop dire, mais la seule chose que je reconnais, c'est qu'elle est déterminée à réussir. Et elle est sur la route de la réussite parce qu'elle travaille nuit et jour, je vous le dis. À entendre parler ses collaborateurs, maman Evelyne est un modèle pour eux. Elle se bat beaucoup. Elle ne se repose pas. Toujours entre deux avions, monter, descendre, aller ici, aller là-bas, le travail m'appelle. Elle ne m'a jamais dit, mon fils, je vais prendre un congé pour aller peut-être m'amuser aussi. Non, son congé, c'est quand elle est avec sa famille. Elle passe 2 semaines, 1 mois, et puis le reste, c'est le travail. Donc, elle est un exemple pour moi, et même pour ses collaborateurs. Dans le sens professionnel, aujourd'hui, elle a gravi des échelons. Elle a gravi des très, très grands échelons. Elle est sociologue. Comme tout le monde le sait, elle est sociologue, mais pas n'importe quel sociologue.
Elle est sollicitée parce qu'elle a du rendement, elle donne le plus profond d'elle. Tout ce qu'elle a dans le ventre, elle ressort ça. Et moi, j'essayerai de toujours copier ses gestes. C'est bien fait. Je vais toujours copier. Je dis, je vais toujours copier. Parce que quand quelqu'un a bien fait, il faut reconnaître que c'est bien fait. Dans le travail, maman Evelyne, je ne saurais quoi dire en plus de ce que j'ai dit. Je sais, je suis sûr, je suis persuadé que tu n'iras jamais en retraite. C'est la mort qui va te retirer dans ce travail. Oh, Monsieur Herman a fait pleurer Madame Evelyne. Alors, on a un témoignage poignant de vos activités, justement de l'organisation de votre travail, et puis justement de cette détermination à pouvoir aider les autres. C'est ce dont Herman a témoigné. Ça vous fait quoi de suivre ça? Je tiens ça de ma grand-mère, qui était elle était mafo, voilà, et qui m'a élevée. Mais il faut rappeler que vous aussi, vous êtes mafo, hein? Oui, j'ai hérité d'elle. D'accord. Exactement. Donc vous avez des pouvoirs Tout à fait. C'est initié, hein? Mafo, intronisé et initié. D'accord. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je tiens énormément à nos traditions. Et donc, j'ai vu ma grand-mère se battre pour sa famille. Oui. Je l'ai vue se démener, pauvre cultivatrice qu'elle était, vendre un sac de pommes de terre pour pouvoir payer la pension de tel, vendre son haricot pour pouvoir aller sortir le bébé de l'autre qui était hospitalisé. Ça m'a marqué. Dans tous les cas, je viens d'une famille de femmes fortes. D'accord. Parce que son travail a été... J'ai grandi dans la même continuité en voyant l'exemple de ma mère aussi, qui en faisait autant, puisqu'elle avait plus de moyens financiers que sa mère. Donc, j'ai grandi dans ce moule-là. Je ne peux pas être autre chose. C'est vrai qu'au niveau de la grande famille, les relations se sont détériorées avec le temps. Beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Ça ne manque pas dans les familles. Voilà, hein? Oui. comme dans toutes les familles. Oui. Mais moi, je m'inscris dans l'harmonie. Je ne peux pas... Il faut que ma famille profite aussi de mes compétences en tant que sociologue. Bien sûr, bien sûr. Alors, si je laisse ma famille se détruire, je n'aurais rien fait. Ils auraient payé mes études pour rien. D'accord. Pourquoi je vais aller organiser les communautés des autres et ma famille est disloquée? Oui, on ne commence que voilà. par soi-même d'abord. Exact. On va lire un message avant de passer à une rubrique. J'apprécie son ouverture d'esprit et son obsession à croire à son pays. Elle qui a cru qu'on peut s'en sortir dans son pays malgré les difficultés qu'on a. Je souhaiterais avoir son email. Nous aimerions profiter de son expérience à l'international. C'est monsieur Chidibou, je crois qu'il écrit dans un pays voisin. D'accord, bon écoutez, je vais vous passer son contact. Nous allons passer maintenant à la dernière rubrique qui est le quiz. Alors, le quiz, c'est la dernière rubrique. En fait, le quiz, c'est une rubrique qui consiste justement à vous poser des questions d'actualité, mais qui n'ont pas peut-être trait à votre métier, comme au départ avec l'entretien. Alors, la première question, on sait qu'aujourd'hui, en novembre, on appelle ça le mois orange. Le mois d'octobre, c'était le mois rose, la lutte contre justement les cancers. Voilà, le mois orange, aujourd'hui, on parle, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le diabète, le 13 novembre. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Je crois que c'est des moments assez importants pour faire un point sur le niveau d'avancement de cette maladie-là, le niveau de prise en charge. Parce qu'il est très important de sensibiliser les masses. Aujourd'hui, on voit avec de plus en plus d'acuité la question de la surcharge pondérale chez les jeunes. D'accord. Ce qui les prédispose. Vous voyez une petite fille de 14 ans, elle est 120 kilos. Comment on va où là? C'est-à-dire dans 30 ans, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est prédisposée au diabète. D'accord. Il faut sensibiliser les familles. L'embonpoint, ok, ça fait, je ne sais pas si ça fait plaisir aux parents de voir leurs enfants comme ça, mais en tout cas, moi, ça ne me fait pas du tout plaisir. Donc, il faut sensibiliser les gens. C'est vrai qu'il y a aussi le diabète maigre, et on est d'accord. Mais il faut sensibiliser les populations sur les risques qu'ils encourent à adopter des comportements nutritionnels alimentaires, voilà, qui les prédisposent à ce genre de maladie. Oui, on parlait tout à l'heure aussi de violence basée sur le genre. C'est 7 jours de combat, je crois que vous connaissez. 16 jours de combat, d'activisme. Alors, que pensez-vous justement de cette activité?
c'est fondamental. C'est-à-dire que lorsque les 16 jours d'activité sont arrivés, nous avons applaudi parce que avant on n'avait que la semaine du 8 mars pour réclamer tout. Oui. Mais maintenant, on a 16 jours d'activisme contre les violences. C'est-à-dire qu'on a sorti les violences comme une thématique différente. Oui. Bon, qui contribue toujours à l'égalité des genres, mais Oui. sur lesquels il faut vraiment mettre un focus. Chaque jour, on a les faits divers. Combien de femmes meurent des suites de bastonnades D'accord. par leurs époux? Et maintenant, on a de plus en plus l'inverse. Oui. C'est-à-dire, on a des femmes qui empoisonnent leur mari. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que la question là, c'est des violences basées sur le genre. C'est pas seulement adressé aux femmes. D'accord. Parce que autant les hommes tuent leurs époux, autant les femmes tuent leurs époux. Donc, c'est un débat. Il faut mettre ça sur la table. Il faut retravailler, il faut revoir les textes de loi. Il faut que le pays prenne conscience de cela et que l'on puisse avancer. Ne serait-ce que... Parce que les lois sont là, mais elles ne sont pas suffisamment mises en application. Là, aujourd'hui, on parle justement de la diaspora. Tout à l'heure, on parlait de la diaspora quelque part un peu démesurée. Aujourd'hui, on parle d'une diaspora positive qui revient déjà au pays, implémenter justement, faire parler du Made in Cameroun. Vous, que pensez-vous de cette diaspora qui essaye de revenir au pays? Si le Cameroun utilisait sa diaspora ne serait-ce qu'à 10%, je crois qu'au moins 50% des problèmes du pays seraient résolus. J'ai travaillé 4 ans dans un programme migration et développement de l'Union européenne qui effectivement travaille avec les États pour que les États, le Cameroun et la RDC particulièrement et les pays de la zone CEMAC en général, qui travaillaient avec les États pour qu'ils puissent véritablement mettre sur pied une politique nationale qui encourage le retour de leur diaspora, l'investissement de leur diaspora au sein du pays. Oui, nous avons même eu au Grand Dialogue National une diaspora qui a demandé à avoir justement un ministère spécialisé. Oui, effectivement. Moi, j'ai réussi ça au Congo. Pendant mes 4 ans, j'ai réussi à ce que le Congo, RDC, crée son ministère de la diaspora. Ils ont un ministre. D'accord. Avec toutes les institutions. Et ce ministre-là, d'ailleurs, est un ressortissant de la diaspora. Ils ont fait rentrer un ressortissant congolais de Bruxelles pour être ministre. Parce qu'en tant que partie prenante, il connaît les réalités. Il connaît les problèmes. Ok. Nous allons lire un message avant de passer à la question suivante. Bonsoir au panel, très belle émission et félicitations à Evelyne car c'est un modèle. Puis-je avoir son numéro? Merci à Dimitri depuis Chang. Nous allons vous passer le numéro. Voilà. Alors, on parlait de politique tout à l'heure. Essayez un peu de vous projeter en 2025. Est-ce que vous voyez une femme au sommet de l'État? Non, 2025 c'est trop proche. Oui. Parce que pour viser une femme à la tête de l'État camerounais en 2025, il aurait fallu qu'on ait actuellement une femme qui soit en pole position à l'Assemblée nationale. Et là, vous ne voyez pas de femme en pole position à l'Assemblée nationale? Non, pour l'instant, non. Mais il y a quand même quelques femmes qui se démarquent aussi à l'Assemblée. Oui, il y a des femmes qui se démarquent, mais elles n'ont pas une envergure nationale. Elles ont plutôt des soutiens plus communautaires, locaux, que des soutiens au niveau national. Donc moi, je verrais une femme présidente de ce pays à partir des années 2030. Mais ça fait quand même beaucoup, hein, Madame Evelyne. Je ne suis pas sûre que je verrai une femme, jusqu'à ma mort, que je verrai une femme au sommet de l'État camerounais. Ça, je ne crois pas. Vu le dispositif actuel. Parce qu'on a quand même un niveau de machisme institutionnalisé qui est important. Oui. On utilise les femmes pour combattre les autres femmes. Le jour où les femmes comprendront qu'elles gagneraient à soutenir une autre femme pour arriver au sommet et défendre leurs droits, alors on aura une femme à la tête de ce Oui, pays. et on sait aussi quand même qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont la masse justement de vote dans les élections. Tout à fait. C'est les femmes qui votent le plus que les hommes aussi. Exact. Bonsoir à toute, très belle émission. Je viens de l'apprendre, mais je suis éblouie de votre invitée. Elle est vraiment intéressante. J'aimerais bien bénéficier de son expertise sur la décentralisation. Comment entrer en contact avec elle? Olga depuis Yaoundé. En fait, tout le monde qui envoie des messages, c'est pour entrer en contact avec vous. Alors, nous allons prendre une autre question. Quelle solution pour éviter la dépravation des mœurs observées ces derniers temps chez les jeunes enfants? On a la drogue, on a justement les armes blanches, on a peut-être des petites partous. Récemment, il y a 30 élèves qui ont été justement chassés d'un établissement parce qu'ils ont été attrapés en train de faire des partous. Selon vous, quelle pourrait être la solution? La solution réside au niveau de la responsabilisation des parents. Le fait d'avoir des parents, comment on dit,
bien situées, parce qu'à l'époque de nos grands-mères, je ne dirais pas de nos mères, parce que la mienne était tout aussi globe-trotter que moi, et même à l'époque de nos mamans, il y avait quand même une présence. On ressentait quand le parent rentrait le soir à la maison, elle se mettait, la maman particulièrement, se mettait sur notre dos. Tu as fait tes devoirs, amène ton cahier, je veux voir. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Les parents ont laissé l'éducation de leurs enfants aux écoles, c'est-à-dire aux enseignants et aux médias, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Alors, qui va enseigner? Le cerveau humain a quelque chose de bizarre, c'est qu'il retient beaucoup plus les choses négatives. D'accord. C'est vraiment dommage, hein? Et là, il n'y a que les parents qui peuvent corriger cet état de choses. Oui. Donc, faire des sensibilisations pour une parenté plus responsable. Donc, selon vous, c'est d'abord les parents qu'il faudrait indexer et C'est peut-être d'abord après les les parents. conseillers d'orientation, les éducateurs. Les éducateurs passent en second lieu. Parce que beaucoup de parents, comme je le disais même dans les forums là, les forums d'échange des parents, les forums des parents d'élèves là, Effectivement. vous voyez des parents qui tiennent des messages incroyables. Leurs enfants sont tout beaux, sont les anges. Oui. Ils n'ont jamais rien fait. On vous convoque parce que votre enfant fume la craie. Je ne savais pas qu'on fumait la craie. Oui, mais on m'a convoqué. À l'école primaire, les enfants le font. Oui, hein. même au collège. Oui. Parce que votre enfant fume la craie, parce que votre enfant fait des attouchements à sa voisine de banc, etc. Et vous, la réaction de votre mère, c'est quoi? De la mère de cet enfant, c'est quoi? Que quelque chose arrive à mon enfant, vous ne savez pas qui je suis. Mais retenez ça. Dites, ok, donc j'ai un enfant, mon fils fait des attouchements à sa camarade de classe, c'est très grave. Là, on est en 6e, on est en 5e. Oui. Mais prenez ça comme une question, comme un combat que vous allez mener par vous-même. Oui. Non, vous levez en pleine réunion des parents d'élèves pour dire que quelque chose arrive à mon fils, on ne va pas vous dire. Vous ne savez pas qui je suis. Ça signifie quoi? Vous ne vous rendez même pas compte de votre rôle. Que vous avez raté quelque chose dans l'éducation de cet enfant. Ce jour, quand je suis sortie de cette réunion, ma fille était toute contente dehors parce que son nom n'est pas sorti dans la liste des personnes qui avaient fauté parce qu'elle sait ce qui l'attendait à la maison. D'accord. Voilà. Donc, il faut être véritablement des parents responsables. Ça commence à ce niveau. Savoir quand l'enfant va à l'école, est-ce qu'il va véritablement à l'école? Parce qu'il y a des enfants qui mettent des tenues de rechange, soit sous la tenue, soit dans le sac, qui ne vont jamais à l'école. Et on convoque les parents, ils ne viennent jamais. Oui. Donc, selon vous, ce serait la faute peut-être aux La parents? première, oui. Les premiers responsables, c'est les parents. Parce que ce sont leurs enfants. Et de deux, évidemment, nos médias. Parce que relayer tout le temps ces mêmes informations, les sextapes, tout ça, ce n'est pas pour corriger. Oui. Ça peut permettre à certains, à une minorité de se corriger, mais il y a une bonne majorité qui va dire, mais dis donc, si c'est un bon moyen d'avoir de l'argent, pourquoi ne pas? Les porte-monnaies magiques. Voilà, effectivement. C'est une gangrène. Pourquoi est-ce que je vais aller travailler, faire mes théorèmes de Pythagore, je ne sais pas trop quoi là, souffrir les X, Y, parce que j'espère avoir un travail un jour, alors même mon grand frère là qui a eu son doctorat vend à Mokolo. Pourquoi je vais me taper tout ça alors qu'il y a un porte-monnaie magique? Nous, les parents, nous devons continuer à leur tenir le même langage, des principes et des valeurs que nous avons reçus de nos parents à nous. Effectivement. Au moins un jour, quand il va se retrouver dans son en-soi, comme on dit, il reconnaîtra que non, mon père me disait toujours ça. D'accord. Il va se rappeler. Mais si vous ne dites rien, il fonce. Effectivement. Je crois que nous arrivons déjà au terme de cette édition. Mais avant de partir, Evelyne, je crois que vous allez laisser un message, n'est-ce pas? Comme nous sommes à Talent de femmes quand même, on parle de femmes ici. Un message aux femmes, vous allez adresser un message aux femmes, notamment concernant justement cette solution qu'il faudrait pour l'entrepreneuriat, cette solution qu'il faudrait pour qu'elles puissent être autonomes aussi. Et puis notamment parler peut-être dans le volet sociologie. Quel est le conseil que vous donneriez aux femmes camerounaises face à l'écran? Vous pouvez le dire ici. Tout à fait. Aux femmes camerounaises et africaines en général, parce que à force de voyager dans les différents pays, vous êtes déjà africaine, on dirait que c'est la même mère qui les a tous mis au monde.
Alors, donc, en général, je dirais aux femmes africaines qu'on ne peut pas demander une chose et son contraire. Nous demandons l'égalité, mais nous ne sommes pas prêts à investir dans nos familles. Vous voyez des femmes qui gagnent des millions, mais qui n'investissent pas dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que c'est l'homme qui doit, c'est lui le chef de famille. D'accord, il fallait bien qu'il y ait un chef dans un bateau. Ouais. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un. Ok, la nature, la culture, etc. et même les lois ont décidé qu'il s'agit, que ce sera à l'homme lorsqu'on a un foyer constitué d'un homme et d'une femme. Parce que dans les familles monoparentales, on en a 40% au Cameroun, hein, qui sont gérées soit par des femmes seules, soit par des hommes seuls. Donc ça, la question ne se pose pas. Elles sont battantes, elles sont obligées de se battre. Oui. Mais lorsqu'on est dans un couple, et ça concerne 60% de la population, les femmes déçoivent. Nous qui sommes sur le terrain à défendre leurs droits, parfois on se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se donner tant d'efforts, de mettre tant d'efforts? Parce que, qu'est-ce qu'on veut? On vous encourage à l'autonomisation financière. Oui. C'est pour que vous puissiez investir dans votre famille. Ce n'est pas pour que vous puissiez maintenant insulter tout le monde. D'accord. Quand vous écoutez des Voice la semaine du 8 mars, vous écoutez les femmes ne savent même pas ce que c'est que la semaine du 8 mars, la journée. Oui. Ce n'est pas une fête. Au Cameroun, c'est la deuxième fête la plus célébrée, c'est-à-dire après la fête nationale, c'est le 8 mars. Bientôt, un jour, même peut-être cette fête sera fériée. Ce n'est pas une fête, c'est une célébration. Une célébration du combat des femmes. C'est une commémoration. Mais nous, on l'a concentré au pagne. À soulever. Nous, les féminines, nous sommes déçus. On ne peut pas. La main qui demande est toujours en bas. Si vous attendez toujours de votre homme, c'est lui qui doit financer tout, votre greffe, la nutrition, l'éducation, le paiement des loyers, etc. Et que vous-même, vous n'apportez rien sur la table, alors vous serez toujours dépendante. D'accord. Donc, vous demandez aux femmes d'être autonomes et de moins, justement, s'adonner au plaisir un peu inutile? De véritablement contribuer à l'évolution de leur famille. Que ce soit la famille nucléaire ou la grande famille. D'accord. Bon, merci d'être passée chez nous, Evelyne, parce que nous sommes déjà au terme de cette édition. Vous pouvez parler-nous de vos projets en quelques secondes. Vous avez un projet, notamment concernant votre travail actuellement? Je crois que je suis déjà bouclée là jusqu'à fin mars 2022. J'ai beaucoup de missions. Oui, quelle est la mission la plus récente? Actuellement, celle qui va continuer dans tous les cas dès lundi, là, c'est une mission avec l'UNICEF. Oui. Pour l'évaluation de leurs interventions humanitaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ok. Voilà. Il y a 3 évaluations de projets, il y a 2 ateliers de formation. Et concernant votre association Appel, évidemment, on continue à nous battre. Là, maintenant, on est en train de se déployer auprès des femmes déplacées internes. D'accord. Dans la localité de Mélon. De Melon, d'accord. Voilà, où on apporte notre soutien pour qu'elles puissent véritablement se réintégrer dans la société. Se réintégrer et s'occuper de leurs besoins. Merci de nous être passé et puis on espère que votre travail va continuer avec justement tous ces messages d'encouragement. Je salue particulièrement mes amis, hommes et femmes, j'ai les deux. Je salue immensément ma famille qui me soutient énormément. Et m'en a dit tout à l'heure ce que je fais pour la famille, mais il n'a pas dit ce que la famille fait aussi pour moi. D'accord. Il m'apporte énormément de soutien. Je ne peux que être celle qu'ils attendent que je sois. D'accord, merci d'être passé. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Passez un bon week-end. On dit merci déjà à toute l'équipe technique qui s'est pliée en 4, à Ben Valls, le réalisateur, à la supervision générale, M. Dieudonné Veng, et justement au cadreur. Passez un bon après-midi et puis une bonne fin de week-end et on se retrouve à samedi prochain. Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.